validation des candidatures des élections couplées de décembre prochain. Face à la presse, la commission ad hoc sous l'égide de la Commission électorale nationale indépendante a procédé à la clôture de cette session de validation des dossiers. Session qui a enregistré l'invalidation de 2 dossiers sur ceux déposés par les 74 partis et regroupements de partis politiques. Eux étaient plus de 100 000 les candidats à composer pour une quarantaine de concours de la fonction publique. Pour eux, les résultats sont progressifs, mais le bilan établi sur le déroulement de la session 2012 est satisfaisant. Le ministre en charge de la fonction publique n'a pas manqué, au cours d'une conférence de presse, de lancer des appels divers, tant du côté des candidats que des autres acteurs. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Cela dit, la session de validation des dossiers de candidature aux élections couplées du 2 décembre prochain a pris fin hier à Ouagadougou. La commission ad hoc en charge de la mission a ainsi examiné les dossiers de 74 partis et regroupements de partis politiques. Si certains dossiers ont été validés, d'autres par contre, et ils sont au nombre de 2, se sont vus invalidés. Les précisions avec Nathalie Kaouré. Les commissaires de la CENI et les représentants des partis et regroupements de partis politiques ont examiné aussi bien dans le fond que dans la forme 37 dossiers déposés pour la liste nationale et 849 dossiers pour les listes provinciales. Les travaux se sont déroulés dans une bonne ambiance et la plupart des dossiers ont été validés. Les échanges ont été formidables, respect mutuel, considération et vraiment on s'est entendu. Donc, comme évidemment il s'agit de valider les dossiers qui ne répondent pas aux conditions légales, évidemment on est bien obligé de les invalider. Les 2 dossiers rejetés sont du parti L'autre Burkina, un dossier sur la liste nationale et un dossier sur la liste provinciale de la Comoé. Cette invalidation est due à l'absence de pièces administratives dans les dossiers et les responsables du parti disent en tirer les leçons pour les prochaines consultations électorales. C'est des dysfonctionnements qui sont liés soit au fonctionnement interne des partis ou liés à d'autres facteurs, d'autres phénomènes qui ont fait que nous n'avons pas pu à temps prendre les décisions utiles. Et nous en tirons toutes les conséquences, nous les assumons et nous préparons pour les compétitions à venir. Avec la validation définitive des dossiers de candidature, le processus électoral vient d'amorcer sa vitesse de croisière. Les listes électorales seront publiées dans la quinzaine du mois d'octobre et la CENI compte ensuite entamer un autre processus pour la gestion des dossiers des municipales. La prochaine étape, c'est la publication donc, de la liste des candidats en ce qui concerne les élections législatives. Après ça, la CENI, en toute responsabilité, va pouvoir accompagner les démembrements, notamment les commissions communales, pour les aider dans la gestion des dossiers des élections municipales. Le président de la CENI a rappelé aux représentants des partis politiques que conformément à l'article 46 du Code électoral, les candidats dont les dossiers ont été validés et qui désirent changer de bureau de vote disposent de 7 jours à partir de la date de validation de leur candidature pour demander leur transfert auprès de la CENI. Il a aussi souhaité que l'esprit de convivialité et de respect mutuel qui a été observé pendant les travaux puisse se poursuivre durant la campagne, le jour du scrutin et après la proclamation des résultats. Et face à la presse, le ministre de la Fonction publique et de la Sécurité sociale a fait le bilan du déroulement des examens et concours de la session 2012. Un bilan jugé satisfaisant au regard des dispositifs mis en place. Près de 113 000 candidats ont composé dans 42 concours de la fonction publique. Le compte-rendu de cette rencontre avec la presse avec Sié Sylvestre. Le déroulement des examens et concours de la session de 2012 est satisfaisant dans l'ensemble. C'est ce qui ressort de ces points de presse animés par les ministres en charge de la fonction publique. Sungalo Apollinaire Ouattara est revenu sur la rigueur et le respect des différents calendriers qui ont prévalu tout au long de cette session. Dans l'administration des concours, nous avons commencé le concours à 7h30. C'est ça? Régulièrement, c'est 10 jours. Nous avons voulu ici, on pouvait commencer bien avant. S'il y a eu un léger retard, c'est peut-être 45 minutes, 7h45 pour toutes les épreuves sur l'étendue du territoire. Et chaque année, cette année encore, le concours a été déconcentré. C'est-à-dire que la part de l'administration n'a pas connu de problème. Nous n'avons pas, le pétrole n'a pas connu, il faut le dire, nous n'avons pas vu de sujets qui circulaient où
Aucun cas de fraude n'a donc été signalé et c'est tout à l'honneur des organisateurs. Et pour ce qui est des résultats, les candidats étaient informés de leur publication à partir du 21 septembre et à ce jour, quasiment tous les résultats sont disponibles. Il ne reste plus qu'à espérer que les épreuves sportives et orales se déroulent dans les mêmes conditions ce 6 octobre dans les centres d'examen retenus à cet effet. Nous avons particulièrement revu la position du sport. Les années antérieures, c'était l'admissibilité puis le sport. Nous avons introduit une innovation. Nous sommes revenus cette année à l'admissibilité aux épreuves écrites puis le sport. Ça fait moins de monde. Les candidats qui sont admis sont plus faciles à contrôler, surtout quand ils doivent faire 100 mètres ou 1000 mètres. Ils sont plus faciles, avec vraiment une surveillance accrue. Pour les candidats admis, les différentes rentrées sont prévues entre le 6 et le 10 novembre prochain. Par ailleurs, les élèves fonctionnaires admis à plusieurs concours auront 30 jours à compter de la date de la rentrée pour se déterminer et permettre par la même occasion de faire appel à ceux de la liste d'attente. Pour un développement certain et réussi, il faut forcément une orientation claire pour guider les villes dans le processus. C'est pourquoi le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme a initié une rencontre de validation du document pays urbain au Burkina. Il faut dire que l'Alliance des villes et l'ONU Habitat ont accompagné l'élaboration et la mise en œuvre de ce document de référence. Sie Sylvestre, reportage. C'est dans un esprit de complémentarité que ces représentants d'institutions publiques, de pouvoirs locaux et des organisations de la société civile sont réunis à Ouagadougou afin d'échanger sur le contenu du programme Pays urbain. Un projet initié par l'Alliance des villes à travers le monde et mis en œuvre au Burkina Faso par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ce sont des actions ciblées sur le développement urbain, c'est-à-dire les villes du Burkina Faso. C'est un programme qui est à l'échelle nationale et pour mettre en œuvre ce programme, 5 villes ont été choisies, les 2 grandes villes du Burkina, Ouaga et Bobo, et 3 villes secondaires choisies par l'Association des municipalités du Burkina. Il s'agit de Douri, Dédougou et Tenkoudgo. 1,5 milliard de francs CFA sont alloués au programme qui bénéficie de l'appui de ONU Habitat. Sa mise en œuvre va s'étaler sur 3 ans et va se dérouler en 5 composantes. La première composante, c'est l'appui à la réalisation du forum urbain. Deuxième composante, c'est l'appui à la mise en œuvre des outils de planification. Troisième composante, l'appui à la société civile et aux organisations communautaires. Et la quatrième composante, c'est l'appui à la mise en œuvre d'une base de données urbaine. Et enfin, la 5e composante, c'est la composante qui fait la gestion du programme. Les participants à cette rencontre devront amender et valider le document de planification et de développement des villes pour en faire un référentiel unique afin d'envisager la phase d'exécution qui devrait démarrer en 2013. Réduire les dépenses publiques de l'État dans les domaines de l'eau, de l'électricité et du téléphone. Le ministère de l'Économie et des Finances a lancé la campagne à travers tout le pays. Dans les casernes militaires, il a été fait une sensibilisation sur l'utilisation rationnelle de ces services. C'était au camp Guillaume à Ouagadougou et voici le reportage de Yacouba Goro. Le département en charge de l'économie et des finances et celui chargé de la défense se mobilisent contre l'utilisation irrationnelle des ressources publiques. Une utilisation non judicieuse de ces ressources qui, le plus souvent, est à l'origine de l'augmentation des dépenses publiques. Cette rencontre se veut un cadre d'échange, d'information et de sensibilisation du personnel militaire pour une utilisation rationnelle de l'eau, l'électricité et du téléphone dans les casernes. Il s'agira dans un premier temps de donner les montants chiffrés des consommations d'eau, d'électricité et de téléphone au niveau du budget de l'État et au sein des différents départements ministériels pour que ces chiffres puissent frapper. En 2011, les dépenses globales de consommation d'eau, d'électricité et de téléphone de l'État s'élevaient à plus de 26 milliards de francs CFA, dont environ 4 milliards pour le ministère en charge de la Défense. Chaque année, il y a des directives dans l'armée qui sont données pour réduire la consommation et les contrôles qui sont faits. Donc dans l'armée, il y a déjà un effort qui est fait. Ce que je peux dire, c'est simplement demander aux militaires
de prêter attention à ce que le ministère de l'économie et des finances va nous donner comme information et comme sensibilisation. Cette campagne de sensibilisation va contribuer à réduire les factures d'eau, d'électricité et de téléphone dans ce département ministériel d'environ 10% par rapport au niveau de consommation enregistré en 2011. La campagne va s'étendre également aux autres ministères en vue de mieux réduire les dépenses publiques de l'État burkinabé. Au sein de la jeunesse burkinabé, le message véhiculé par son ministère de tutelle porte sur la citoyenneté et la culture de la paix. Dans 3 régions du pays, il s'est mené de façon simultanée des échanges entre les directions régionales de la jeunesse et 7 franges de la population en vue d'ancrer dans les esprits les valeurs de civisme, de citoyenneté et de culture de la paix. Hier à Manga, les jeunes ont marqué leur engagement à changer positivement de comportement. C'était devant le ministre Achille Tapsoba et notre reporter Éléonore Yerbanga. Au terme de 2 jours d'échange avec les responsables du ministère des Droits humains, les jeunes de la région du Centre-Sud recommandent à leur ministère de tutelle l'introduction de modules sur l'éducation à la citoyenneté dans le système éducatif formel, la création de cadres d'échange entre jeunes et autorités coutumières et la pérennisation des conférences régionales. Ces recommandations, nous prenons bonne note et bien sûr les jeunes aussi prennent des résolutions qui concernent des engagements, qu'ils prennent des engagements forts, qu'ils prennent dans ce sens, dans le sens de pouvoir continuer à renforcer la culture de la paix et surtout dans le sens de pouvoir participer en tant qu'acteur dynamique au développement économique d'un pays. Les conférences régionales de la jeunesse sont une initiative du ministère qui ambitionne d'inculquer à la jeunesse les valeurs morales telles la citoyenneté et la culture de la paix. Ce qui est le meilleur garant de la paix dans un pays, c'est la citoyenneté, c'est la conscience citoyenne. Et c'est donc une conscience qui permet à chacun de nous de veiller à ce que les rapports sociaux et les rapports humains dans la communauté puissent être des rapports empreints de sérénité, de justice et surtout de respect mutuel. Et ce sont des valeurs qui cimentent la société et qui cimentent donc la nation. C'est pour cette raison que nous faisons le point avec les jeunes. La jeunesse de la région du Centre-Sud s'est engagée à restituer les acquis de cette conférence dans ses structures associatives et à être des citoyens responsables. Et nous restons toujours à Manga, dans la région du Centre-Sud, pour dire un mot sur la formation qui a réuni plus de 300 artisans burkinabés. Sur initiative du Bureau international du travail, ces façonniers de divers domaines ont pu saisir l'importance du travail décent pour le développement de leurs unités de production. Et pour ce faire, ils ont reçu chez eux les dirigeants du bureau, signe de leur engagement. Éléonore Yerbanga. Avec la formation des maîtres artisans de la région du Centre-Sud, le Bureau international du travail porte à 50 le nombre d'artisans ayant bénéficié de leur séance de travail. Une formation qui a pour but essentiel la promotion du travail décent dans les unités de production des artisans. L'objectif de cette formation, c'est de renforcer les compétences et d'améliorer les capacités des maîtres artisans et des artisanes dans le contexte de la gestion financière et comptable de leur entreprise, dans le contexte de l'amélioration de la gestion des ressources humaines et dans le contexte de la prévention du VIH-Sida dans leurs ateliers. Après l'acquisition des bonnes pratiques des maîtres artisans, le Bureau international du travail entend étendre cette formation aux collaborateurs des artisans. La suite de la formation est ensuite apporter tout notre soutien pour les apprentis, faire en sorte que les apprentis puissent aussi être renforcés dans leurs capacités et faire en sorte que nous soyons participants de l'amélioration des systèmes d'apprentissage, non seulement dans les centres de formation professionnelle, mais aussi au sein des ateliers de production. Mais avant, la formation des maîtres artisans se poursuivra dans d'autres régions du pays, ce qui devra porter le nombre de bénéficiaires à 300.
Pendant 42 ans, l'organisation néerlandaise de développement SNV a marqué de façon positive la vie de millions de Burkinabés. Et pour cause, elle a mené des initiatives en faveur des populations dans les domaines de l'agriculture, d'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi qu'aux énergies renouvelables. Pour cet anniversaire, l'organisation marque une pause pour faire un bilan, mais surtout pour mieux envisager les actions futures. Maïmouna Traoré. Au Burkina Faso, l'organisation néerlandaise de développement SNV intervient dans les domaines de l'agriculture, des énergies renouvelables, de l'eau et de l'assainissement. En 42 ans, elle a soutenu le développement du Burkina Faso par le renforcement des capacités des acteurs de ces trois secteurs. Depuis 2012, la SNV nous accompagne à améliorer notre technologie de transformation de l'amande. Avec le gazéficateur, la SNV permet de ramollir plus vite la coque pour permettre un décortiquage plus facile aux dames. La SNV nous a accompagnés à hauteur de 50 millions pour l'installation du gazéficateur. On a eu à quand même participer à faire des forums, 2 ou 3 forums, la formation en gestion, en organisation. Nous avons bénéficié des visites d'échange. On est allé jusqu'à Fada Compiènga, pour aller voir comment il fonctionne. La SNV entend se restructurer pour apporter un changement dans la vie de plus de 500 000 Burkinabés d'ici à 2015. Cette célébration marque la volonté des responsables de l'organisation et de leurs partenaires d'analyser les acquis pour mieux envisager l'avenir. L'objectif, c'est de continuer dans ce que nous faisons. Nous travaillons aussi beaucoup pour l'amélioration du leadership, parce que le succès d'une organisation dépend de qui a la tête, le leader, de sa capacité à motiver, de sa capacité à stimuler. Donc nous pensons continuer aussi dans les 3 secteurs. Nous pensons vraiment analyser ce que nous appelons chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à l'exportation. Quels sont les maillons faibles qui méritent d'être accompagnés. Créée en 1965, la SNV est une organisation internationale de développement basée aux Pays-Bas. Elle a ses racines dans l'esprit du volontarisme. En 1985, elle s'est transformée en une organisation de développement et de coopération qui envoie des assistants techniques néerlandais auprès des pays en voie de développement. C'est à partir des années 2000 qu'elle est devenue une organisation de conseil contribuant à la lutte contre la pauvreté. L'ASOB, c'est tout récent, est l'association du staff de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina. Créée en juillet dernier, elle a officiellement lancé ses activités ce matin même à Ouagadougou. Des activités qui seront menées pour que le minimum de Burkinabés puisse avoir un niveau de santé le plus élevé possible. Niar Kiteda nous donne les détails. C'est un cross que l'association du staff de l'Organisation mondiale de la santé a choisi pour lancer ses activités. Ce cross se veut un signal fort pour la nouvelle association née en juillet dernier de la fusion des 3 associations des travailleurs de l'OMS Burkina et qui se donne pour ambition d'œuvrer à l'union de l'ensemble du personnel. Nous avions un double objectif, c'est de pouvoir réunir tout le staff des 3 entités de l'OMS au Burkina, à savoir le programme APOC à Gongé, la représentation de l'OMS au centre-ville et l'équipe interpays et l'équipe MDSI. Cette union est la consécration de plusieurs années de travail. Et le lancement des activités ce matin à Ouagadougou avec un cross qui a rassemblé le personnel des 3 entités témoigne d'un test réussi selon les responsables de l'OMS Burkina. Avant, il y avait 3 associations séparées, après 2 associations, et maintenant il n'y en a qu'une de tout le personnel de l'OMS au Burkina Faso. Et pour nous, c'est vraiment un moment de grand bonheur et de grand sentiment de réalisation, parce que ça a été des années de travail pour pouvoir mettre tout ce monde ensemble. Aujourd'hui, c'est fait. Et cette activité ce matin vous montre déjà quelle est la dynamique de cette association. Autre point fort du lancement des activités de l'association du staff de l'Organisation mondiale de la santé, c'est le parrainage de 5 élèves de l'école de Baongé A. Chacun d'eux a reçu des kits scolaires, des tenues, des frais de scolarité et un sac de riz, le tout estimé à 37 000 francs par enfant. Le centre d'El Wende a également reçu ce matin des effets d'habillement et une enveloppe de 30 000 francs. Je suis très content d'avoir reçu ces cadeaux et je remercie beaucoup l'OMS.
L'association du staff de l'Organisation mondiale de la santé Burkina entend jouer sa partition pour permettre au maximum de Burkinabés d'avoir un niveau de santé le plus élevé. Des poches pleines à la banque de sang, c'est l'apport de Edifice Group en collaboration avec l'association SOS Sang et le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Le personnel du groupe est passé à l'acte en participant à l'opération de don de sang intervenue hier dans l'enceinte même de la société. Le point avec Claudine Bikaba. Sauver des vies par un don de sang, c'est dans cette opération que s'est engagé le groupe Edifice composé des entreprises Wara FM, Macan, Ericsson et Pixel Plus, dont les personnels ont été conviés à faire don de leur sang. L'initiative est de l'association SOS Sang en collaboration avec le centre régional de transfusion sanguine de Ouagadougou. Sous le thème « Mobilisons-nous pour la réussite de cette collecte de sang afin de contribuer à sauver des vies ». Nous avons été approchés par SOS Sang qui a bien voulu nous faire l'état des besoins de sang de nos compatriotes. Vous savez que le sang c'est la vie. Il y a beaucoup de gens qui meurent parce que pas juste manque de ce liquide précieux de vie. Donc on n'a pas voulu être en reste sur cette action. Pour le personnel, les motivations sont diverses et bien personnelles. La banque de sang a besoin de sang. Et où va-t-elle trouver le sang quand elle en a besoin? Des malades qui en ont urgemment besoin. Je pense que c'est tout cela qui nous motive aujourd'hui à vouloir donner notre sang. En pensant que ça sauve réellement des vies. J'ai déjà vécu la situation où j'étais confronté à un besoin de sang. Et quand je vois la possibilité qui se présente, si j'ai la possibilité de le faire, je n'hésite pas. Dans la matinée de ce 5 octobre, 52 poches de sang ont été recueillies pour approvisionner la banque de sang. Les organisateurs espèrent pouvoir pérenniser cette action dans les années à venir pour résoudre le problème récurrent de manque de sang dans les centres de santé. Le marathon judiciaire aura duré 8 ans. L'islamiste radical Abou Hamza a perdu gain de cause vendredi dernier puisqu'il a finalement été extradé aux États-Unis. La justice britannique a rejeté son dernier recours.